C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno qu'il vous faut, parce que je cherchais une rime facile. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour, Monsieur McKenna, 1er décembre. Ho, ho, ho! Je ne dirais que ça. C'est officiellement le 1er décembre, donc là, on peut parler d'arbre de Noël, on peut commencer à parler, je dirais, sapin de Noël, en fait. On peut commencer à penser à vos cadeaux. Chansons de Mariah Carey. Non, Alain. Non, ok, d'accord. Mais vous savez ce qui s'en vient, par contre, c'est les listes, les recommandations, les idées, cadeaux. On va préparer ça pour, il nous reste, je pense qu'on va en discuter parce qu'on n'en a pas parlé, mais je pense qu'on a à peu près encore 2 shows à faire avant Noël. Voilà. Peut-être qu'on pourrait se faire des listes pour les gens qui savent pas quoi acheter. Une des choses qui pourrait plaire aux gens qui aiment le café. La machine à café Jura E8 entièrement automatique qui permet de faire la boisson. C'est une excellente idée. Ben oui, j'avais pas pensé à ça. Quelle excellente idée. On l'aime beaucoup. Ça transforme son café en grain ou moulu en boisson caféinée ou pas de son choix avec du lait ou pas à la pression d'un seul bouton. Le nettoyage est super facile avec des petites capsules d'enzymes. Là, ça prend 2 secondes. On peut laver les morceaux au lave-vaisselle. C'est très drôle. Le bac à marre. On peut le prendre, le mettre au lave-vaisselle propre. C'est une compagnie suisse après tout. Allez à la salle de montre Edica sur Saint-Laurent, regardez leurs différents modèles. Il y a la E8, la E6, gâtez-vous pour votre bureau. Si vous voulez amener vos employés au bureau, vous voulez qu'ils arrêtent de travailler à la maison, offrez-leur du bon café. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ben oui, un cadeau d'équipe, là, au bureau, une machine Jura, t'as bien raison. Puis ça économise énormément. Après ça, tu vas trouver que ce qui se fait dans les cafés, là, c'est moins bon. Je veux dire ceci, j'ai une amie qui travaille pour une firme de gestion de portefeuille. Il gère pour 2 milliards d'actifs. Et ils ont une machine Jura. Donc, vous voyez, Jura égale gros portefeuille. C'est pas vrai. Oh, voilà. Voilà. Bon rendement. C'est ça que je voulais dire. On peut aussi remercier TELUS, Plan Hub et Jura. TELUS, Plan Hub, Jura, j'ai déjà dit, mais TELUS et Plan Hub, nos partenaires pour 2023. On a des nouveaux partenaires qui s'en viennent pour 2024. Ça va être très, très chouette. Merci, Pascal. On va partir la machine tout de suite avec les actualités parce qu'il y en a des grosses cette semaine. Juste rappeler, parce qu'on a un partenaire pour présenter l'actualité qui s'appelle InfoBref. Je ne sais pas si vous connaissez, on en parle à chaque semaine, donc si vous nous écoutez, peut-être que ça vous dit quelque chose. InfoBref, c'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. C'est une infolette qui tombe dans votre inbox tous les matins, très tôt, avant que vous vous réveillez. Ou si vous vous réveillez avant, sérieusement, vous vous levez vraiment tôt, ça n'a aucun sens. C'est gratuit, c'est efficace, c'est une lecture rapide, moins de 5 minutes tous les jours et vous êtes informé. Allez voir ça, infobref.com. Ah, les infolettres. Ça marche bien. Il y a aussi ce qui marche bien, c'est les balados. Et si vous voulez, on a toujours, nous, notre balado. Alors, abonnez-vous à notre balado aussi en même temps, pourquoi pas. Vous savez que notre balado, évidemment, on l'a fait en audio, puis c'est le principal but d'une balado, mais on a aussi le volet vidéo. Et pour faire ça, de plus en plus, on peut utiliser autre chose que des webcams, ce qui permet d'avoir une meilleure qualité. Et là, Pascal, tu vas m'expliquer comment ça s'ouvre là, du côté de Windows pour les webcams, pour utiliser son téléphone, en fait, pour remplacer une webcam. Là. Oui, ceux qui ont des ordinateurs Mac, ceux qui ont des téléphones Mac, habituellement ça va ensemble, un amène l'autre, ont une fonction qui s'appelle Continuity, qui permet de prendre la caméra de son téléphone, de son iPhone, comme webcam pour son ordinateur, pour avoir une meilleure qualité d'image pour ses réunions web, pour ses appels vidéo. Du côté de Windows, il y a l'application mobile connectée. Si vous avez un ordinateur Windows, installez l'application dans votre téléphone Android, malheureusement pour l'instant. Ça va permettre de contrôler votre téléphone, lire vos textos, voir ses notifications, régler le mode silencieux directement de votre ordinateur. Je l'utilise, ça fonctionne super bien. Le site Android Authority a découvert qu'il y a des lignes de code qui suggèrent que des fonctions similaires à celles de Continuity pour utiliser un téléphone Android comme webcam pour son ordinateur va bientôt arriver. On parle de flouter l'arrière-plan, utiliser un mode de nuit, stabilisation de l'image, ajustement, cadrage automatique. Ça s'en vient, j'imagine. Ils ont découvert les lignes de code, c'est peut-être en bêta, ça s'en vient peut-être d'une journée à l'autre, on a bien hâte. En ce moment, cette application-là, le site Android d'Autorité toujours, suggère que ça pourrait être limité aux téléphones qui ont l'application lien avec Windows préinstallée dans l'appareil. Préinstallé, ça fait pas une tonne de téléphones, ça. Exactement. On parle peut-être des Galaxy S24, du OnePlus 12 qui s'en vient bientôt, le S24 qui s'en vient début de l'année. Peut-être, on espère le S23, peut-être aussi le OnePlus 11.
très, très chouette comme option. On s'attendrait à ce que Google le fasse aussi sur ses pixels rapidement, mais ça. Ça va de soi, j'espère que ça va être possible. La fonction est déjà proposée, je l'avais essayé avec mon téléphone Lenovo ThinkPhone, mais ça prend l'assistant des téléphones Motorola, une application qui s'appelle Ready4, développée par Motorola. Donc, on va voir si Microsoft et du côté Android, on offre quelque chose de plus général. La grande question reste, Alain, où on met notre téléphone? Comment on le suspend à un endroit pour qu'on puisse s'en servir comme webcam? Il va y avoir des gens qui vont le mettre sur le bureau et qui vont se voir les trous de nez. C'est sûr que ça va donner des images. Comme en ce moment, je disais tout à l'heure, quand les gens se connectent à une vidéoconférence, ce n'est plus bonjour qu'on dit quand on se voit en premier, c'est t'as-tu allumé ton micro? Allume ton micro. Ça va être, hey, peux-tu mettre ta caméra ailleurs que dans ton nez? Ouais, effectivement. Exactement. Et le truc que je dis, je donne des formations sur les réunions Teams. Je fais des formations sur Microsoft 365. Et un des conseils que je donne, c'est fausse nasale, c'est mal. Puis on voit tes fausses nasales dans un appel vidéo. Ça nous prend des petites chansons, là, pour... ça, puis filmer à la verticale, c'est mal. C'est la même chose. Des fois, les participants qui sont à la verticale. On va parler tantôt, d'ailleurs, avec... notre ami Denis Nicot qu'on reçoit dans le deuxième segment. Ben oui, tout à fait, parce que un des trucs qu'on peut utiliser comme webcam, si on va avoir une très bonne webcam pour son ordinateur, c'est d'utiliser un appareil photo numérique. La plupart des nouveaux appareils, on peut les brancher dans son ordinateur et s'en servir comme webcam avec un bon objectif et tout. On en parle un peu plus tard, comme tu l'as dit. Oui, excuse-moi, j'étais occupé ailleurs. Dans la Lune, tu voulais nous parler de la fonction name drop et c'est très drôle. Je voulais en parler aussi. Quand j'ai vu cette nouvelle-là circuler, j'étais horrifié. Je me disais, on n'a pas consulté un expert en techno comme toi, par exemple. Je vais dire ceci. Il y a des médias, y compris au Québec, qui doivent se faire taper sur les doigts, là. Parce que quand on parle de clickbait, ça en était une pas pire. Name drop, c'est une fonction sur les iPhones qui a été introduite, présentée, mise en marché, je sais pas comment vous dire ça, il y a quelques mois, là, au courant de l'automne, avec la version iOS 17 du logiciel d'iPhone. Il y a aussi sur l'Apple Watch, si vous avez la plus récente version du logiciel WatchOS, qui est le logiciel qui allume les montres d'Apple, cette capacité de coller ensemble deux appareils, deux iPhones, deux Apple Watch, et d'échanger automatiquement ses coordonnées. C'est comme une carte d'affaires, une carte de visite qu'on peut s'échanger de façon numérique, simplement en touchant deux téléphones, un avec l'autre. C'est un protocole sans fil, c'est un protocole sécurisé. Et surtout, c'est un protocole qui demande le consentement des deux personnes, chacun sur leur téléphone, pour autoriser le transfert. Malheureusement, il y a un poste de police au Connecticut, dans la ville de Watertown, je devrais dire, qui a publié la semaine dernière un message sur sa page Facebook là, qui alertait un peu tout le monde. Et on a joué la carte de l'enfant en disant il ne faut pas placer son téléphone loin de sa surveillance, de sa supervision, et surtout si c'est celui de votre enfant, parce qu'une personne mal intentionnée peut utiliser name drop et voler à son insu ses coordonnées personnelles sur son iPhone. Pouf, là, le cerveau de tout le monde a éclaté. Là, ça s'est viré en ne faites pas ceci sur votre iPhone, désactivez tout de suite cela sur votre iPhone. Cette fonction dangereuse du iPhone doit être désactivée tout de suite. Ou iPhone danger. Là, Ouais. Name drop est activé par défaut dès qu'on fait la mise à jour logicielle du iPhone, donc la fonction fonctionne. Évidemment, quand vous approchez deux téléphones qui sont compatibles, ça fait une petite vibration, donc là, il faut porter l'œil sur votre téléphone. Ça se fera pas tout seul. C'est ça l'affaire, c'est que c'est pas c'est une crainte qui n'est non fondée. Il y a plein de craintes qui sont fondées. Mais malheureusement, celle-là, elle est pas vraiment vraie parce qu'il faut effectivement approuver le transfert. Donc, c'est pas vraiment vrai. Donc, longue histoire courte, vous avez un iPhone, n'ayez pas peur. Et si ça vous embête vraiment, ça se désactive de toute façon. Donc, il y a deux niveaux premièrement, c'est pas vraiment vrai qu'on peut vous voler votre information à travers cette fonction-là sans votre consentement. Donc, si vous consentez, c'est probablement pas un vol. C'est une fonction qui est par ailleurs très jolie, très élégante et très pratique. Mais si elle vous agace ou si vous craignez que justement elle soit utilisée à votre insu, ce qui serait vraiment surprenant, vous pouvez la désactiver en allant dans les réglages de votre iPhone. Il y a dans l'onglet des réglages généraux, il y a une fonction qui s'appelle AirDrop qui concentre la plupart des échanges sans fil entre appareils à partir d'un iPhone. Et là, vous désactivez cette fonction de partage de données sans fil et vous serez éminemment protégé. Oui, mais on n'a pas besoin de le faire. Il faut que le téléphone soit à quelques centimètres. Il faut qu'il se colle. Fait qu'à moins que tu frottes le téléphone sur celui de quelqu'un d'autre, à moins que tu approuves le transfert, tu ne transféreras pas tes données. Voilà. C'est un peu... Tous ceux qui ont écrit là-dessus dans les médias là pour cliquer, faire générer du clic, il aurait fallu sortir son téléphone puis vérifier avant parce que c'était facile à vérifier malheureusement. Exactement.
c'est pas si inquiétant que ça. Si le message est passé. De toute façon, vous savez, l'information fiable, c'est une tasse de tech. C'est là que ça se trouve. Et si on se trompe, on se corrige la semaine suivante. Exactement. Dans les commentaires et tout. On va parler du Cybertruck et je le sais, j'en ai vu, elle se promène jusqu'au Québec en ce moment. Ça s'en vient, là. Tesla va faire beaucoup parler d'elle, la marque automobile californienne, parce que son pick-up électrique du futur s'en vient. Oui, on a livré les premiers véhicules officiellement. Encore une fois, ils vont être livrés au compte-gouttes dans les premières semaines. C'est un véhicule qui a été annoncé, le Cybertruck. Écoute, ça nous recule loin. Novembre 2019, ça fait déjà 4 ans qu'on a annoncé ce véhicule au look futuriste. On promettait une mise en marché en 2021. Ça fait, oui, c'est ça. Et on parle, écoute, d'un véhicule, là, je l'ai vu en petite voiture miniature Matchbox. C'est génial comment tu le reconnais tout de suite, tellement caractéristique. Il devait être 39 000 $ américains. Finalement, le modèle de base est à 60 990, 61 000 $ américain. Et ça, c'est le modèle à propulsion arrière seulement, le modèle de base, qui sera pas livré avant 2025. Donc, ceux qui veulent le modèle de base 2025, il y a 400 km d'autonomie, un peu plus pour les autres modèles. C'est 80 000 $ américains pour le modèle 4 roues motrices et 100 000 $ pour le modèle Cyber Beast, à 3 moteurs électriques qui peut tirer jusqu'à 11 000 livres de traction. Et j'ai vu une vidéo assez spectaculaire. Il décolle plus rapidement, le 0 à 100 km/h en 2,6 secondes, ce qui est plus rapide qu'une Porsche 911, entraînant une Porsche 911. Pourquoi pas? Ben oui, exactement. Le Cybertruck traîne une Porsche 911 et réussit à aller plus vite, 0 à 100 km/h qu'une Porsche 911. On a fait des démos, la carrosserie est vraiment à l'épreuve des balles. Alors qu'un véhicule régulier, ça passe au travers, donc on voit qu'on tire à la mitraillette sur la carrosserie du véhicule, mais pas sur les fenêtres. Attention, si vous visez un Cybertruck, pourquoi on ferait ça avec une arme à feu? Ne tirez pas sur les fenêtres. Elles sont, paraît-il, plus résistantes au choc que les autres, mais ne sont pas à l'épreuve des balles. Mais la carrosserie, regardez les vidéos sur Internet, c'est assez spectaculaire. C'est une carrosserie en acier de mémoire qui est extrêmement difficile à créer. Évidemment, le design du véhicule est assez spectaculaire. Là. C'est pas une camionnette ordinaire. Là. C'est pas un pick-up Ford, là, on se comprend. Et la carrosserie, de la façon qu'elle est assemblée, qu'elle est produite, et comme Tesla veut faire ça vite, les premiers exemplaires, semble-t-il que la finition est pas parfaite. Il y a des panneaux de carrosserie qui ne sont pas très bien alignés, dit-on. Évidemment, c'était le problème aussi des premiers modèles 3, là, la berline d'entrée de gamme de Tesla. Il y a un lancement qui s'en vient d'ici quelques semaines à l'usine, et je pense qu'elle est au Texas, mais l'usine où est assemblé le Cybertruck, et on parle d'un lancement extrêmement lent. On dit qu'il y aura peut-être une douzaine de véhicules qui vont être lancés cette journée-là plutôt que la centaine qu'on pourrait espérer. Il y aurait 2 millions de précommandes de ce camion-là. Donc Tesla est assis sur une espèce de potentiel de marché assez intéressant. Évidemment, il faut que ça se concrétise. Pas tout le monde nécessairement qui va attendre jusqu'à la livraison de son véhicule sur ces 2 millions de personnes-là, parce que des gens ont souvent mis leur nom sur les listes d'attente de différents modèles, parce qu'il y en a d'autres. Là, Chevrolet s'en vient aussi. Ford a déjà son Lightning sur la route, donc des camionnettes électriques, c'est un marché qui existe. Il y a un truc, je vais faire une promotion croisée. Je co-anime une autre balado chez Cogeco qui Ça tient la route, où on parle de char. Et on en parlait parce que Tesla a mis une clause dans son contrat de vente du Cybertruck où il est impossible, il est défendu, il est interdit de revendre son Kia Cybertruck dans la première année de sa prise de possession, parce qu'ils veulent éviter la surenchère, parce que il y a des gens qui ont évidemment mis leur nom 200 fois sur la liste d'attente et qui espèrent revendre à profit, ce qui a été ça a été le cas avec les véhicules Tesla durant la pandémie. Les véhicules usagés, très légèrement usagés, se vendaient plus cher que les véhicules neufs parce qu'ils étaient disponibles dès maintenant plutôt que dans 6 mois. Donc, c'est une information pertinente, et c'est évidemment la vie dans ce monde où on essaie d'électrifier le marché automobile. J'ai hâte d'essayer cette camionnette électrique. Il y en a une qui circulait au Québec il y a quelques semaines. Ça a fait le tour du continent, un prototype. Évidemment, ça suscite beaucoup l'engouement. C'est une voiture, ce véhicule, vous allez le voir, vous allez le reconnaître. Là. C'est un véhicule tout en angle avec des panneaux droits, puis c'est assez particulier comme gadget, donc ça vaut la peine. J'ai une demande spéciale, Alain. Si jamais tu en fais l'essai, s'il te plaît, viens faire un petit détour sur le plateau Mont-Royal. Fais-moi faire un petit tour. Tu me déposes où tu veux. Ce sera pas un essai, ça va être une démonstration, un spectacle, parce que c'est un véhicule, effectivement, qui fait tourner les têtes. C'est garanti. Ah, ça va me faire... J'aimerais beaucoup ça. Je suis curieux. Il y a beaucoup de véhicules de luxe que je suis pas curieux d'essayer, mais Cybertruck, juste pour
voir la réaction des gens autour, Ouais. c'est assez amusant. Et J'ai tu vas parler d'une... Ben, écoute, je m'adresse à toi spécifiquement parce que... Oui, écoute, c'est tellement drôle quand j'ai vu ça. Je me dis encore une fois, c'est comme j'ai été longtemps à l'émission La Revanche des Nerds. Exactement. Donc, pour moi, les nerds, être un nerd, c'est une badge d'honneur, une tronche pour les auditeurs français qui nous écoutent. Ça a toujours été une badge d'honneur. À un moment donné, tu t'appropries cette insulte, ce colibet. Et là, il y a quelqu'un qui dit que il y a un Anglais de 10 ans qui a porté plainte. Aïe, aïe, aïe. Un jeune Britannique, de 10 ans qui s'appelle Teddy Cuttle, si je me trompe pas, Teddy Cuttle, effectivement, qui a mis en ligne une pétition parce qu'il veut qu'Apple revoie son emoji nerd face, pardon. Donc, face d'intello en français. C'est traduit littéralement par intello. Donc, c'est pas si péjoratif en français, en fait. Mais lui, en tout cas, il trouve que nerd face, c'est insultant. L'image, c'est un petit bonhomme, évidemment, c'est un emoji. Donc, c'est une face ronde jaune avec des grosses lunettes et les deux doigts en avant qui sortent de sa bouche. Et ce qui l'embête, c'est ça. Il dit, je déteste les dents de cet emoji. Je déteste aussi son nom. Ça me rend triste et fâché. Il trouve qu'effectivement, c'est un petit peu une caricature. Évidemment, c'est un emoji. Je pense pas que ça cible personne en particulier, mais c'est une façon, en tout cas, c'est un emoji, ça le dit dans le nom, ça illustre, ça incarne une certaine émotion. Donc, c'est une façon de dire, mon jeune intello, c'est peut-être, quand des fois, on veut réagir drôlement à une affirmation par écrit. Cela dit, sa solution est pas bête. Il a mis évidemment, la pétition en ligne, c'était repris par la BBC, c'est devenu viral, cette histoire-là. Et ce que lui dit, c'est que, écoute, remplaçons le nom au moins en anglais, en tout cas, et n'appelons plus cet emoji nerd face, n'appelons-le genius. Donc, ne l'appelons pas nerd, mais appelons-le génie. En français, tu l'as dit, on a traduit, et ça me rappelait le film Les Tronches, qui a été traduit en France, un film hollywoodien qui est paru en 1984 et qui était tellement typique des années 80, les films mauvais qui ont été publiés. Oui. Dans les années 80. Ce film-là a changé ma vie. La Revanche des Nerds, ça a changé ma vie. Ça s'appelait La Revanche des Nerds. Oui. Revenge of the Nerds en anglais, effectivement. Oui. Puis, évidemment, tu t'es bien placé pour le savoir. Ça donne une série ici qui C'est ça, quand la productrice m'a dit, est-ce qu'on pourrait appeler l'émission La Revanche des Nerds, Z parce que c'était le canal Z, la chaîne Z Télé. Pouf! J'ai failli pleurer de joie. Je me suis retenu, je suis attendu à la maison pour pleurer de joie. Et on disait donc en France, ça a été traduit par les tronches. Dans les Simpsons, traduit au Québec, j'ai retrouvé quand en anglais on parlait de nerd, en français on dit les bolés. Donc hey le bolé, ce qui est aussi un terme qu'on utilisait au Québec. Donc ces termes-là pourraient être remplacés par hey le génie. Ce serait génial. Et là il y a l'émission Télé-Québec qui serait contente. Ben, je veux dire, ultimement, c'est l'usage qu'on en fait qui détermine la valeur du mot, effectivement. Hein, on m'a traité de génie aujourd'hui. C'est un peu sarcastique, mais non. Bref, à suivre. On ne sait pas si une pétition, est-ce qu'Apple va réagir? Est-ce que quelqu'un d'autre quelque part va dire, moi, j'ai une meilleure idée que ça. À suivre. Évidemment, on reverrait aussi le visuel pour le rendre peut-être un petit peu moins caricatural. Vous pouvez googler l'information, ça se trouve la pétition. Si vous voulez vous joindre au mouvement, vous pouvez le faire. Sinon, on peut en rire aussi puis attendre de voir comment ça va se répercuter cette histoire. Et je vois tout de suite la poursuite d'Apple que si l'icône s'appelle Genius, qu'Apple dit ça porte atteinte à nos Genius de notre c'est une autre histoire. Ouais. Donc, pas sûr qu'ils vont aimer ça du côté Apple. T'as raison. Ça va être à suivre. Donc, ça conclut cette actualité rebondissante de la semaine. Pascal, on va parler une petite pause, mais on va revenir. On va parler de photos. Ça fait quelque chose. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé beaucoup à la balado ici, mais photos numériques, photos argentiques, on va parler un petit peu de ça aussi. D'où ça vient, où ça s'en va, pourquoi on devrait prendre des photos avec un appareil photo plutôt qu'avec son téléphone. On en parle avec un dirigeant de Nikon Canada tout de suite après ça. Restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une Tasse de Tech édition, du début du temps des fêtes. On devrait chanter du Mariah Carey. Pascal, ça nous permettrait de nous mettre... Non, je vais vous quitter peut-être si c'est... c'est ça, faut pas me faire chanter, Alain. On a un invité qui va être le fun, on va avoir une conversation le fun parce que on le fait pas, on le faisait beaucoup avant. Hein. On parlait beaucoup de caméras numériques, de photos numériques il y a une dizaine d'années, parce que c'est la grosse affaire avec les caméras automatiques, tout le kit. Il y a eu un virage
Et là, maintenant, tout le monde prend des photos avec son téléphone, donc ça donne des photos qui sont pas toujours très belles, mais il existe pour les gens qui veulent faire des vraies belles photos, des caméras qui sont encore en marché. Il y a beaucoup de tendances qui continuent d'évoluer, en fait, qui sont vraiment intéressantes et qui vont vous permettre probablement de faire des meilleures photos à Noël si vous écoutez ce dont on va parler dans les prochains instants, parce qu'on a avec nous Stéphane Bédard, qui est directeur général Nikon, chez Nikon, pour l'Est du Canada. Nikon, c'était avec Canon dans mon temps, en tout cas quand je faisais de la photo pour du magazine imprimé, donc sur du vrai papier. L'école de pensée d'un côté, parce que Canon, c'était l'autre. Puis là, évidemment, avec le temps qui a évolué, vous êtes resté un des chefs de file dans le secteur. Donc, ça va être intéressant d'en parler. Bonjour, Stéphane. Bonjour messieurs, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Très, très bien. Excellent. On va parler de photos, ça va être le fun. Technologie. Ben oui, c'est ça, parce que la photo, c'est à une autre époque. Écoute, j'ai fini mon université, on a été la dernière cohorte à faire de la chambre noire. Après ça, ils ont tout démoli, ils ont mis des ordinateurs, puis ils ont mis Photoshop. C'était vraiment un signe. Ça revient maintenant. Maintenant, les chambres noires reviennent parce que de plus en plus de gens reviennent au film, comme au vinyle, comme un petit peu tout ça. Il y a une mode sur le retour vers le film. C'est très niche. Ça coûte beaucoup plus cher même que le digital parce qu'il faut acheter des films qui sont beaucoup plus chers dans le temps. Il faut les développer, il faut les trouver. Il faut attendre une semaine, etc. Mais il y a un petit retour fait aux chambres noires aussi. Ben, je suis pas surpris parce que c'est un art, cette capacité de développer soi-même ses photos. Je me rappelle, c'était comme un paquet de troubles à l'époque à l'université. Mais on va parler un peu de photos numériques parce que c'est un peu ça qui se passe. On est dans une ère où il s'est jamais pris autant de photos. Comment ça se passe chez Nikon? C'est quoi les tendances en ce moment dans le marché? Il y a eu je dirais que depuis 2 ans chez Nikon, il y a eu comme une grosse évolution. Bon, on a suivi le numérique, c'est certain, depuis le début des années 2000. C'est là que le numérique a vraiment commencé et que les caméras films ont commencé à disparaître. Il y a eu une grosse évolution, puis éventuellement, le numérique, évidemment, a dépassé ce que le film pouvait faire, point de vue résolution, facilité, etc. Fait que ça a pris complètement 100% du marché, même si je dis qu'il y a un petit retour en arrière maintenant pour les nostalgiques. Mais il y a eu une deuxième révolution après ça, donc du digital, DSLR, qui veut dire Digital Single Lens Reflex, on y va vraiment à l'anglaise, qui avait des miroirs encore à l'intérieur. Donc la seule différence avec les films, c'était vraiment que au lieu de faire un film en arrière dans l'appareil, c'était un capteur digital, mais il y avait toujours le bon vieux miroir qui envoyait l'image avec le miroir vers le viseur. Exactement. Maintenant, la nouvelle génération depuis quelques années, ce sont les sans miroirs, les mirrorless, où on a enlevé ce miroir, mirrorless, qui fait que il y a plus d'images optiques qui vont aller rebondir sur le miroir pour aller vers le viseur. Et en enlevant ce miroir-là, le capteur est toujours actif. Il y a beaucoup de positifs. Il y a des gens qui sont un petit peu, qui disent, moi, j'aime encore le côté DSLR parce que je veux garder mon viseur optique, voir optiquement ce que mon appareil et mon objectif voient. Mais aujourd'hui, avec les viseurs électroniques qui sont tellement de bonne qualité que on oublie même. Moi, la première fois que j'ai utilisé un mirrorless, j'ai dit, OK, je vois que c'est un petit écran dans mon viseur. Donc, c'est digital, c'est pas optique, mais après 5 minutes d'utilisation, je l'avais oublié. Ouais, il y a un délai, mais il est très court dans l'affichage, effectivement. Très court. Ça dépend des appareils. Il y a des appareils plus bas de gamme, des appareils plus haut de gamme, donc des performances. Ça dépend aussi de ce qu'on fait, parce que la photo d'action, ça prend, tu sais, quand on fait du mouvement, des choses comme ça prend quand même un temps, un réflexe, avec son boîtier réflexe, qui doit être très court, mais ça s'est ajusté. Puis effectivement, les boîtiers réflexes sans miroir, c'est rendu, c'est une norme tout à fait acceptable. Oui. Je dirais que c'est presque équivalent. Il y a toujours façon, puis effectivement, les nouvelles générations d'appareils, si je parle de Nikon, on a les Z9. Donc, il y a 2-3 ans, on a sorti le Z9, après ça, le Z8. Ce sont les 2 appareils phares de chez Nikon. Et la grosse différence, c'est que encore à ce jour, ce sont les 2 seuls appareils de ce type, de cette gamme-là, qui n'ont même pas d'obturateur. Donc, le rideau qui prenait les photos, qui se déplaçait, on l'a enlevé complètement. Donc, tout est électronique maintenant. Il n'y a plus de mécanique. Il n'y a même plus un morceau mécanique comme les autres appareils qu'on ont encore un obturateur mécanique. Ce n'est même plus là parce que le capteur est tellement rapide que Nikon a dit, pourquoi mettre un obturateur qui servira à peu près jamais? Parce qu'on peut faire mieux que si on avait un obturateur. Fait qu'on a vraiment évolué beaucoup. Puis en plus, ces nouveaux capteurs-là dans le Z8, Z9, ce sont des capteurs empilés. Là, je vais peut-être être un petit peu technique. Oui, stacked, plus mince. C'est ça. Plus c'est stacked sensor. C'est que, j'irai pas dans les gros détails, mais en grosso modo, le capteur et les mémoires qui sont proches du capteur sont collés ensemble, sont empilés, dont le terme. Ce qui veut dire qu'il y a très peu de distance entre ce que l'image arrive pour faire le travail avec la mémoire puis renvoyer ça sur la carte mémoire.
Fait que c'est tellement rapide qu'on a même enlevé justement l'obturateur et puis maintenant on peut faire de la vidéo 8K avec ces appareils-là parce qu'ils sont des hautes résolutions aussi. Fait qu'on est rendu en quelques années, ça évolue énormément. Mais oui, parce qu'avant, ça prenait seulement des photos, un appareil photo. Maintenant, ce que je comprends, c'est que c'est un film qu'on fait. C'est exactement comme si on avait une caméra vidéo. Les capteurs sont très, très rapides, parce qu'on peut filmer maintenant. De plus en plus, je dirais que depuis, en fait, Nikon était avec le D90, puis là, je recule d'il y a quelques années, 17 ans. Mm-hmm. D90, c'était le premier DSLR qui avait un bouton record rouge qu'on retrouve maintenant partout, qui enregistrait vraiment des vidéos. C'est le premier appareil. Maintenant, ils le font tous. Maintenant, ces vidéos, ces appareils-là font tous du vidéo haute définition, là. Et 4K et 8K. Parce que les gens maintenant prennent des photos avec leur téléphone. Puis honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Je me suis longtemps déplacé dans des événements avec un appareil photo, avec un objectif, avec un truc. Mais à un moment donné, je me suis dit, c'est à peu près pour ce que je fais. Encore une fois, pour ce que je fais, la qualité des photos des téléphones est excellente. On a maintenant les appareils qui font de la computational photography. Le fait d'avoir tout le traitement numérique et tout ça. Pourquoi en 2023 ou bientôt en 2024, on achèterait une caméra réflexe qui sont ces irréductibles-là qui veulent avoir un appareil plus costaud pour prendre la photo? Vois-tu, tu as eu tu te dis appareil réflexe, mais ce ne sont plus des réflexes. Réflexes, voilà, ce ne sont plus mirrorless. Moi, je suis âgé. Je sais, c'est l'ancien, le terme, on l'utilise encore, là, mais. Les gros boîtiers, mais mirrorless, t'as tout à fait raison. Merci. Ouais. Ben, en fait, je te dirais qu'au début, des appareils, donc des smartphones qui prenaient des photos et des vidéos, les compagnies, Nikon, Canon, etc., on se dit, oh non, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de combattre ça, il faut essayer de trouver des façons que disent, non, allez pas vers ça. Mais là, finalement, on s'est rendu compte que c'était même presque un positif pour nous, parce que oui, premièrement, de plus en plus de gens prennent de photos. Donc, il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui vont prendre des photos et vidéos qu'il y en a il y a 15-20 ans, parce que c'est accessible, parce que c'est dans leurs mains, c'est facile. Et je comprends très bien que si je veux faire juste une petite vidéo, une petite photo pour mettre sur un réseau social, j'ai pas besoin de prendre mon temps, d'avoir une grosse résolution, d'avoir beaucoup de choses. Ça fait la job parce que je le regarde en petit sur un téléphone ou un iPad ou peu importe. Mais ce que ça a donné de l'autre côté, c'est que les gens ont découvert la photographie qu'ils ne faisaient pas avant. Puis il y a des gens, un certain pourcentage, qui ne touchaient pas du tout à la photographie plus haut de gamme, qui ont dit, oh, c'est quoi, ça m'intéresse la photographie, je veux essayer de trouver d'autres façons de faire de meilleures photos. Comment? Ben, pas avec mon téléphone, parce que mon téléphone, mon capteur est excessivement petit si on le compare à des appareils photo. Et l'objectif d'un appareil cellulaire, on sait que c'est très petit aussi, ce qu'on a en l'arrière de l'appareil. Oh oui. Comparativement aux objectifs d'appareils photo. Fait qu'on peut pas avoir la même qualité, surtout en basse lumière, surtout si on va avoir de la résolution pour imprimer un peu plus gros, que ce soit chez nous, ou afficher sur des gros écrans. Fait que les gens ont même commencé à découvrir que, ben, sais-tu quoi? Pour développer ma passion, mon téléphone cellulaire, il fait plus la job. Faut que j'aille vers un appareil photo beaucoup plus haut de gamme. Je vais mettre le montant parce que ça devient une passion, ça devient un passe-temps, etc. Fait que ça a comme développé un marché qu'on n'avait même pas. Il y a des éléments de fun, si on peut parler un peu de technique, tu sais, dans un appareil photo, il y a le capteur, il y a l'objectif, il y a la focale, il y a plein d'affaires à partir de là. Puis les deux morceaux dans un téléphone sont évidemment compressés au minimum. Au niveau du capteur, chez Nikon, est-ce que vous avez je vais appeler ça un sweet spot, un nombre de mégapixels, un nombre de pixels en fait qui est comme le monde idéal? Parce que là, quand on regarde un peu partout, ça chicane de 8 à 50 mégapixels selon les appareils. Ouais. Et tout le monde s'obstine sur la grosseur du pixel, le nombre de pixels, la couleur du pixel. Qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à ça? Ben, il y a comme deux écoles. C'est-à-dire que, oui, c'est sûr qu'il y a eu une évolution. Quand on a commencé les appareils digitales, c'était du 6 mégapixels. J'ai un appareil à 3 pour imprimer quand même. Ben oui. C'était 3, effectivement. Mon premier, moi, c'était du 3 mégapixels. Après ça, bon, 6, 8, 12. Puis là, je pense qu'il y a comme deux sweet spots. Il y a un 24-30 dans ces coins-là, 25-30, puis il y a le 45-60. Puis, ça dépend des gens. Est-ce que 45-60, c'est sûr que là, on parle de très, très, très haute résolution, puis on pourrait faire des impressions qui font des murs complets, puis ça serait très beau, parce que c'est énorme. Ou l'avantage d'avoir beaucoup de pixels, c'est si jamais les gens font de la nature, des oiseaux, puis que les oiseaux, on sait, sont toujours trop loin, toujours trop petits. Ça, c'est vrai. Au lieu d'acheter des objectifs qui coûtent 20 000 ben, on a plus de résolution, donc on peut zoomer in, si on veut, digitalement dans l'image. Fait qu'il y a différents avantages. Mais généralement, je pense que de 20 à 30, les gens, c'est ce qui se trouve dans la plupart des appareils photo, c'est en masse pour tout ce que les gens peuvent faire avec ça, c'est sûr.
Ouais, les capteurs à 50 mégapixels sont souvent utilisés pour faire, ils appellent ça du pixel binning, là, c'est-à-dire qu'ils créent des jumelles, des pixels pour créer l'équivalent d'un zoom numérique, c'est comme tu le disais. Ouais, mais d'ailleurs, vite fait, ça c'est le dernier appareil qu'on a sorti il y a un mois et demi à peu près. Ah donc, oui. le Nikon ZF, qui a l'air d'un appareil film, autre, d'un peu à l'ancienne, après avec très rétro comme look. Pour ceux qui l'ont regardé sur YouTube, rétro. Ça vaut la peine. Très rétro comme look. Très rétro, mais c'est digital et c'est un des appareils, c'est le premier appareil Nikon en fait qui fait la super résolution par décalage de pixels. J'y vais vraiment techniquement. Ouh. Donc, on met ça sur un trépied, généralement, puis ça va déplacer le capteur parce qu'il est sur un genre de petit module qui bouge pour absorber les vibrations. Mais on se sert de ce module-là pour créer plusieurs images qui fait qu'au lieu que ce soit un 24 mégapixels à la base, cet appareil-là devient des images de 96 millions de pixels. Ah ouais, donc vous faites l'inverse, vous maximisez, vous multipliez les pixels. Ah, c'est bien ça, c'est une bonne idée, effectivement. Et si tu me permets, on peut parler aussi des objectifs, parce qu'un truc qu'on n'a pas sur les téléphones, c'est une lentille, une focale variable, des choses comme ça qui permettent de faire des photos à longue distance ou peu importe. Ça doit être un gros élément, j'imagine, du côté des boîtiers de ce que Nikon offre en ce moment. Ben, c'est sûr, parce qu'il y a une grosse partie des gens qui vont utiliser des appareils photo comme ça, qui font de la nature, des oiseaux, des animaux, peu importe. Donc, c'est impossible à faire avec un cellulaire, c'est sûr. Donc, ça prend absolument des objectifs qui sont un peu plus lourds, c'est sûr, mais pour avoir une belle image d'un oiseau, ben, t'as pas le choix. C'est aucun cellulaire qui peut faire ça, même si certains disent oui, j'ai un X, 200X, ou je sais pas combien de X sur un cellulaire. Oui. C'est souvent digital, ça fait juste multiplier les pixels, puis c'est pas du vrai, on n'a pas de bonne qualité. Puis le résultat est pas très beau. C'est comme une grosse pizza à la fin. Tester, c'est un peu flou. Hein. Ouais. Puis l'autre façon aussi, donc qu'on a pris l'avantage des cellulaires, c'est que maintenant les appareils photo ont tous du Bluetooth et du Wi-Fi maintenant. Tout. Fait qu'il y a une connexion qui se fait entre le cellulaire et l'appareil photo. Fait que là, les gens, avec le SnapBridge, notre application à nous, qui est gratuite, là, qui est iOS et Android, on peut faire un lien Bluetooth qui est qui prend pas d'énergie vraiment, là. Et, entre autres options, dès que je prends une photo avec mon appareil photo, l'image est transférée sur mon cellulaire en version plus petite que pleine résolution, sinon ça ferait exploser mon téléphone. Et donc j'ai la photo instantanément sur mon cellulaire que là, je peux envoyer, travailler un peu si je veux, ou envoyer sur tous les réseaux sociaux, par courriel, etc. Fait qu'on sert vraiment, on a comme utilisé l'engouement des cellulaires pour améliorer l'utilisation des appareils photo avec ces cellulaires. Je veux dire, c'était le fun parce que pendant les vacances, c'est ce que je faisais. J'avais un appareil avec un objectif 200 mm, puis on est allé dans les Rocheuses, puis avec ma grande fille qui est adolescente, on fait des comparatifs de photos, des concours de photos. On allait justement chercher des objets. On a pris une famille d'élans ou de wapitis, là, c'est des elks, je sais plus comment ça se traduit. Je crois que c'est des élans, des gros orignaux. Écoute, c'était spectaculaire, puis justement, grâce à la longue focale, j'aurais jamais pu faire ça avec un téléphone, donc j'étais content d'avoir ça. Et automatiquement, la photo ensuite était sur le téléphone, donc il y a vraiment... c'est sûr que bon, l'appareil photo sur le téléphone dépend, mais le bon vieux boîtier, là, ça fait encore des belles photos avec un bon objectif, effectivement. Je dirais même les pros s'en servent. Là. Je travaille à chaque année, je vais au Grand Prix pour aider les photographes professionnels qui sont là. On leur prête des appareils, des objectifs. Et souvent, la plupart vont utiliser maintenant les applications comme SnapBridge que je vous parlais, parce qu'ils sont sur le terrain, ils sont autour de la piste, ils se font un lien avec l'appareil, puis tout de suite, ils envoient leurs images au journal ou aux médias. Fait que c'est instantané, ils n'ont pas besoin d'attendre de retourner au centre des médias pour renvoyer ça. C'est instantané. Fait que c'est même utilisé par les professionnels maintenant, ces cellulaires-là, pour transférer les images. Ben voilà. Puis je vais faire plaisir à Pascal. Je veux dire, tu prends ton appareil photo, tu fais ça comme ça, clique, et là, tu as une photo prête pour TikTok. OK. Des vidéos verticales. Ou une vidéo aussi, ben oui, c'est ça. C'est un autre sujet. Stéphane, on embarque dans ce sujet controversé-là. Écoute, je l'avais mis dans mes notes. Stéphane, qu'est-ce que tu penses de cette tendance-là de prendre des photos à la verticale? Bon, il y a le vieux bonhomme en moi qui est traditionnel, qui dit non, faut faire ça à l'horizontale parce que tous vos écrans sont horizontaux. Merci Stéphane. Mais je comprends que la plupart des gens vont partager et vont regarder ces vidéos-là sur leur cellulaire, puis la façon de tenir, on le sait que c'est rarement à l'horizontale, ils vont tenir à la verticale. Donc, je comprends que c'est plus facile et plus intuitif de prendre ça vertical parce qu'il la regarde aussi à la verticale. C'est peut-être pas mon choix. Moi, je les regarde plus mes photos et mes vidéos sur mon écran chez moi ou l'écran d'ordinateur qui est en horizontal, mais je comprends très bien que les gens vont faire ça. C'est très, très drôle parce que moi, je trouve que les photos à la verticale, c'est mal.
Voilà. Ben, des photos à verticale, ça, je comprends, parce que du portrait, généralement. Oui. Exactement. Ça dépend toujours du contexte. On généralise, mais je vois trop de photos qui auraient gagné à être prises à l'horizontale. Par exemple, une photo d'un autobus prise à la verticale, tu vois le ciel, tu vois juste l'autobus, une partie de l'autobus. Voyons, personne n'a pas pensé à tourner comme ça. Au moins, la moitié de la job de bien faire une photo, c'est évidemment l'appareil, mais c'est la personne aussi. Savoir bien cadrer, savoir prendre sa photo. On l'apprend pas vraiment, hein. Il faut prendre des petites leçons pour partir. C'est toujours une façon de faire il y a des cours. Ouais, il y a des cours qui se donnent, des petits trucs sur Internet, on peut trouver plein, mais effectivement, je pense que la verticale, j'ai essayé de me battre, moi, même avec ma conjointe, je dis non, la vidéo, fais-la à l'horizontale, puis bon, c'est dur à rentrer des fois parce je sais, c'est par défaut, mais ouais, il y a des fois, on gagnerait à prendre ça à la verticale, à l'horizontale, que ce soit photo ou vidéo. Il existe, surtout. C'est drôle parce que je me suis pas obstiné, mais j'ai eu une conversation engagée, très animée avec un représentant d'Apple récemment qui me parlait de Final Cut Pro, le logiciel d'édition vidéo qu'ils ont sur les Mac. Ils ont ajouté leur nouveauté cet automne, c'est une fonction pour créer à partir d'une vidéo horizontale, classique. Ils regroupent tout dans le milieu, ils coupent, et là, ça fait une vidéo verticale pour TikTok. Donc, il y a clairement je veux pas dire un marché, mais il y a clairement une demande pour ça. Puis, ben, c'est ça. If you can't beat them, join them. Si on peut pas battre cette tendance-là, ça a l'air qu'on est rendu là. Voilà. Et c'est ça, la question que je me demandais peut-être, aller voir qu'est-ce qui s'en vient dans les caméras numériques du futur, parce que je vois que récemment, puis tu me corrigeras si je me trompe, je vois qu'il y a plus de fonctionnalités de traitement de l'image, d'embellissement, de filtres, de choses comme ça, style TikTok qui s'en viennent dans les caméras numériques. Qu'est-ce que les prochaines caméras, est-ce que tu as une idée je sais pas, des fonctionnalités, transfert plus rapide dans son téléphone, envoi direct sur des sites web, ça s'en va où le futur des appareils numériques plus costauds? C'est pas une question parce que premièrement, je ne le sais pas, c'est pas des informations qu'ils partagent avec moi en tant que tel, ils gardent ça très secret, c'est très secret comme milieu. Mais on voit très bien que si je prends les appareils justement, comme je disais, le Z8, Z9, ZF que je vous montrais un petit look ancien. Ces appareils-là, maintenant, en point de vue autofocus, ont de la reconnaissance, ont vraiment des algorithmes et de l'apprentissage, on dit du deep learning. Donc, ils apprennent en prenant, il y a des images qui sont stockées, ils peuvent reconnaître des sujets. Avant, au début, on parlait de sujets, on reconnaît un humain. Après ça, on reconnaît les yeux des humains. Là, on reconnaît les yeux des humains et des chats. Mais maintenant, c'est train, animaux, avions, pilote dans le cockpit, bicyclette. Tout ça est reconnu par l'appareil en même temps, puis après ça, c'est à l'utilisateur de viser un ou l'autre pour faire le focus sur ce sujet-là. Mais c'est donc, je pense, le AI en partie, l'intelligence artificielle qui va aussi qui commence à rentrer dans les appareils photo petit à petit. C'est drôle parce que je vais te poser une question à l'envers, Stéphane, c'est juste parce que tu me fais penser à ça en parlant d'intelligence artificielle, parce qu'on sait qu'on peut créer des images de toutes pièces à partir d'outils comme DALL-E, là, qui est un outil, ou Stable Diffusion ou des choses comme ça. Midjourney, c'est celui que je cherche tout le temps. Midjourney, c'est le plus avancé. Là, Il y a beaucoup de gens qui demandent aux créateurs de ces outils-là, des outils logiciels-là, de créer une signature dans l'image pour certifier, pour rappeler aux gens que ça a été créé de façon artificielle. Est-ce qu'à l'inverse, du côté des fabricants d'appareils photo, il y aurait une façon de signer les images pour rappeler que c'est authentique, que c'est une vraie photo? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait exister? Ça s'en vient. Il y a effectivement une autre compagnie, pour l'instant, c'est la première, qui commence à développer un système pour essayer d'authentifier les images comme étant réelles et non modifiées. Donc, souvent, quand un commence, les autres travaillent aussi en même temps. Il y en a juste un qui l'a dit, mais les autres le font aussi en background. Est-ce que je peux le nommer, Stéphane? C'est Leica, je crois, qui a lancé cette caméra-là, qui a un dispositif d'authentification intégré. Il y a Leica qui fait ça, effectivement. Puis il y a Sony, je crois, qui travaille aussi sur leur modèle. Puis je crois aussi que Canon et Nikon, en arrière, sans le dire, sans l'annoncer, le font aussi. Là, c'est déjà tout le monde s'entende là, qu'une photo est authentique et pas modifiée. Et s'il y a des modifications, qu'on puisse voir que, OK, il y a eu des petites retouches, mais rien qui va changer l'essence de la photo, disons. Enlever Nikon avait, puis je pense qu'il n'existait plus, mais on avait un logiciel au début des années 2010-2015, un logiciel qui analysait, qui disait qu'effectivement l'image qu'on avait transférée sur l'ordinateur, c'était pas dans l'appareil, était authentique, puis il n'y avait pas de changement, parce que souvent Nikon travaille beaucoup avec
les policiers, la cour, etc. Donc, il fallait montrer à la cour que oui, cette image n'a pas été modifiée. C'est bien la personne que vous identifiez sur la photo qui est celle-là. Il n'y a pas eu d'ajout ou quoi que ce soit. Donc, ça existait en logiciel sur l'ordinateur. Maintenant, ça va être sûrement être intégré à l'appareil photo. Je vais te poser une dernière question pour quitter sur une bonne note parce que c'est le temps des fêtes. Est-ce que tu aurais une suggestion aux gens qui veulent prendre une photo de famille pendant les fêtes? Qu'est-ce qu'ils devraient essayer? Qu'est-ce qui serait la photo idéale? Juste faire changement un peu, là. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer? Je vais reculer. Je vais être encore un petit peu vieux jeu parce que de moins en moins de gens vont utiliser des flashs. La plupart des appareils photo ont des flashs, puis les cellulaires aussi ont des lumières qui sont directement. Bon, c'est pas une belle lumière parce que c'est direct, c'est très petit, c'est pas puissant, c'est pas très bon. Mais moi, souvent, quand je fais des photos de party à l'intérieur, ou que ce soit Noël ou peu importe l'occasion, je vais mettre un petit flash. Il y a des tout petits flashs qu'on peut lever la tête et qui vont rebondir sur le plafond. Exact. Donc, on utilise le plafond et les murs comme gros diffuseurs de lumière et de flash. Fait que ça fait des images beaucoup plus belles. Puis fait qu'on a un équilibre entre les lumières naturelles de l'arbre de Noël. On va voir quand même les petites lumières de l'arbre de Noël et on voit quand même un bel éclairage, tandis que les autres lumières directes, souvent, c'est tellement fort ou peu fort ou c'est pas équilibré qu'on perd la lumière naturelle. Oui, ben ça surexpose le sujet en avant, puis en arrière, on voit rien. Donc, ça fait une photo atroce. Parce qu'au plafond, ça distribue la lumière partout dans la pièce. C'est ça, effectivement. C'est ça. Moi, je trouve ça très drôle dans les concerts. On voit souvent des gens qui allument la lumière, qui sont dans un concert, sont loin. Ils éclairent toutes les personnes devant, mais ils éclairent pas du tout la scène. Non, parce que c'est ça. Par défaut, ils mettent pas à off. Ils prennent l'appareil par défaut, je le prends, je sais pas comment le manipuler, j'ai pas le temps, puis le flash est à on. C'est très drôle. Et moi, j'aurais une autre question. Est-ce qu'en ce moment, je sais que c'est la qualité, une possibilité qui est arrivée dans la pandémie. Les manufacturiers se sont mis à offrir des pilotes pour utiliser les appareils photo numériques comme des webcams. Est-ce que en ce moment, Stéphane, tu utilises un appareil photo Nikon comme webcam? Effectivement, présentement, c'est un Z5, mais tous nos appareils maintenant, donc même le petit Z30, qui est un appareil qui a été orienté plus vlogging, qui enregistre jusqu'à 2 heures en continu, si on le branche en USB, justement, sur notre ordinateur, on peut se servir de ces appareils-là comme webcam. Et on a une qualité bien meilleure que n'importe quelle webcam parce que justement, on a des objectifs et un capteur beaucoup plus gros, là, en conséquence. Ça fait une méchante différence, c'est très vrai. Si vous avez pas une caméra et vous voulez acheter un beau cadeau de Noël, une caméra Nikon, dans ce cas-ci, serait très approprié parce que justement, il y a plusieurs usages. En fait, on fait pas juste la sortir pour les occasions spéciales, on s'en sert au quotidien ensuite. Sur les appels vidéo. Je dis la Z30 parce que c'est la plus petite, justement, puis elle est vraiment orientée vlogging, puis elle est faite vraiment, bon, c'est un appareil photo quand même, sauf que l'écran qui sort, on peut faire des selfies, donc faire du webcam, on peut se voir aussi sur l'écran, puis elle fait le focus directement, comme je vous expliquais, sur les yeux, les visages. Donc, c'est ce qui est le mieux présentement. Ça permet aussi de mieux paraître dans ces diffusions web. Donc, on peut l'utiliser au quotidien. Et ceux qui nous regardent sur YouTube, vous allez pouvoir voir l'image de Stéphane. Elle a une netteté que nous, avec nos webcams. Pourtant, je pense que j'ai une bonne webcam, Alain aussi. Stéphane, il y a quelque chose dans ton image. Ouais, mais ça peut ressortir les rides et tout. Oh non! mais on parlait du filtre TikTok. Effectivement, les appareils photo, maintenant, ont plein de filtres ajoutés qu'on peut donc mettre sur nos vidéos et photos directement, donc c'est pas nécessairement après le coup, on le fait en même temps qu'on enregistre, qui peut adoucir la peau si on veut ou rajouter des effets, mettre ça noir et blanc ou un peu plus punché ou peu importe les styles. Les gens pourront essayer ça à Noël. On va rejouer ça sur les réseaux sociaux pour que les gens sachent. Le coup du flash, c'est une excellente idée pour faire des belles photos, effectivement. Stéphane Bédard, directeur général pour Nikon pour l'Est du Canada. Merci d'avoir été avec nous, c'est super intéressant. J'ai eu le temps des fêtes. Ben, vous aussi, ça m'a fait plaisir. On se reparle prochainement. Ça va être le fun. Nous, on prend une courte pause et on revient avec nos tests de produits. Restez avec nous à une tasse de tech. De retour à une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à une tasse de tech. Je vous rappelle en passant que nous sommes une balado multiplateforme. Donc, si vous nous regardez, vous pouvez nous écouter aussi. Et si vous nous écoutez, vous pouvez aussi nous regarder parce qu'on est partout. En fait, on est sur Facebook. On a une page Facebook. Venez nous suivre si vous voulez.
On a une page YouTube aussi. On a une chaîne YouTube. Pascal, nous sommes des YouTubers. Et là, si j'avais des lunettes fumées, je ferais mon move de thug. Il y a même des gens qui essaient de nous dire qu'on est des influenceurs. Ouais, on n'est pas des gros YouTubers, je vais dire ça comme ça. C'est pas un truc où on insiste. Mais on a quand même 1000 quelques abonnés. Là, c'est le fun pour eux. C'est des hardcore. Je les considère nos super abonnés. Pour nous, là, ça nous aide beaucoup. Abonnez-vous, suivez-nous. Surtout en balado. Ouais. Parce qu'on est partout là sur les plateformes balado. Et ça, c'est important. C'est là que la balado se passe. Et si vous abonnez, vous avez accès à la plus récente publication au moment où on la dépose sur les serveurs. Donc ça, c'est pas mauvais non plus. Et vous pouvez aussi aller voir nos archives. On les a sur les sites des stations du groupe Cogeco, notamment le 98.5 et C'est quoi? Je dirais à Montréal, mais ils sont partout. Hein. L'Internet, c'est pas de frontières, n'est-ce pas? Donc, ça c'est dit. Pascal, tu as quelque chose qui m'intrigue sous la main. Tu as un gadget qui s'appelle le Dyson Zone qui... Oui. Oh mon Dieu, qui a l'air un peu plus simple que ce que je pensais. Ça vient pas avec une espèce de gros masque à air. Oui, la visière devant, ce que je te montre en ce moment, encore une fois, un avantage de nous regarder sur YouTube, fait rapidement regarder ce qu'on montre comme gadget. Ce sont des écouteurs Dyson Zone, qui sont de très gros écouteurs sans fil. Mm-hmm. Donc, si vous avez, là, imaginez les écouteurs, là, les gros écouteurs de Beats, imaginez encore plus gros. Ce qui est fantastique, c'est que ce sont des écouteurs qui sont faits par Dyson, une compagnie réputée pour ses purificateurs d'air, ses aspirateurs. Donc, on peut passer l'aspirateur en les écoutant? Oui, bien sûr. Ils sont parfaits pour passer l'aspirateur parce que si on clippe à l'avant, on a la possibilité d'avoir une visière qui va nous permettre de filtrer l'air. Ça a plus l'air d'une muselière, si tu veux, mon avis personnel. Parce que ça va au niveau de la bouche, non? Oui, c'est devant la bouche, donc c'est assez particulier. Ceux qui pensent, imaginez le masque de Daft Punk avec une espèce de bannière, c'est un bleu marine, il y a un beau nom pour le bleu. Devant, c'est bronze. Mm-hmm. Donc, on a un beau masque style bronze devant la bouche, ce qui fait qu'on a comme une muselière. Bane dans Batman, peut-être une autre référence qui peut parler. Et quand on écoute sa musique, on a un jet d'air qui nous est poussé devant la bouche et le nez. Okay. C'est assez particulier. Ça s'ajuste automatiquement en fonction de notre effort. On va détecter. On peut aussi le faire manuellement si jamais on en a envie. Est-ce que c'est un jet d'air filtré, genre, pour les gens qui ont des allergies? Filtré, parce qu'imagine-toi donc que dans chaque oreille, on a, et là, j'ose pas le détacher, on a un élément filtrant. Ah bon? On a des petites turbines. Le Dyson a des petits filtres cyclones, je m'excuse, qui filtrent l'air, mais on a aussi un filtre en papier qu'on va pouvoir remplacer. Je dis papier, c'est peut-être une matière synthétique magique. Une membrane fine qui capte les petites molécules de poussière dans l'air. Ouais, qu'on va devoir remplacer régulièrement. Fait que je n'ai pas les outils de mesure qui permettent de vérifier la qualité de la filtration, mais un autre site web l'a fait. Il semble que oui, l'air filtré est beaucoup plus frais. Ça diminue beaucoup le taux de particules dans l'air. Automatiquement, dans notre téléphone, on va s'ajuster en fonction de la pollution ambiante. Mm-hmm. Donc, si c'est une journée particulièrement on a eu des journées de smog, le filtre se serait activé plus fort. On a 3 modes. Le mode de base, quand on est au repos, le mode actif et le mode légèrement actif. On n'a pas de mode activité pour courir, par exemple. Ouais. Je dirais que courir avec ce gros truc sur la tête, c'est peut-être pas l'idéal. Est-ce qu'on peut porter ça quand on va en visite chez quelqu'un qui a des chats à la maison puis qu'on est allergique aux poils de chat? Oui. Ce qui est étrange, c'est que quand on parle un peu masqué. C'est comme si on avait là, bonjour. Ah, c'est pas amplifié avec un micro ou quelque chose comme ça, là. Un petit peu. Si tu parles au téléphone, c'est une autre paire de manches. Tu as à l'intérieur de très bons micros qui font que j'ai parlé avec des gens au téléphone. Ça protège notre bouche, hein. Fait que j'ai l'impression que ça capte bien le son de notre voix. Moi, j'entendais très bien la personne à qui je parlais. La personne m'entendait très bien, mais la personne entendait le souffle du ventilateur. Elle entendait une espèce de souffle en arrière-plan. Mais la qualité sonore était très bonne. Les gens m'entendaient très, très bien avec le téléphone. Mais quand on parle, on a quelque chose devant la bouche. On a une visière devant la bouche. Forcément, je n'ose pas enlever mes écouteurs, je t'entendrai plus, mais j'aurais pu le faire ici. Pour ceux qui veulent la partie écouteurs, le son, j'ai trouvé était très correct. J'ai pas trouvé que c'était exceptionnel. C'est quand même des écouteurs coûteux. On va en parler dans quelques secondes. L'autonomie en mode annulation de bruit peut atteindre 50 heures.
quand même. Ce qui est assez élevé pour des écouteurs à annulation de bruit, 50 heures d'annulation de bruit active, qui fait un bon travail dans son application. Encore une fois, petit détail Dyson très cool. On voit l'annulation de bruit en temps réel. On voit une petite courbe qui nous indique bruit extérieur, bruit intérieur. On enlève, on dit jusqu'à 40 décibels. Je crois que j'ai vu ça quelque part, mais dans la vraie vie, c'est autour de 10 à 15 décibels qui sont enlevés en temps réel. Okay. Évidemment, ça ne filtre pas. C'est pas la meilleure annulation de bruit que j'ai entendue, mais c'est assez pour annuler en partie le bruit des moteurs qu'on a sur les oreilles. Et ça m'a surpris. Parce que quand on démarre, on a 2 ventilateurs sur les oreilles qui démarrent. C'est appuyé sur nos oreilles. Et donc, même avec l'annulation de bruit, on entend un c'est un souffle. C'est dur à reproduire avec la gorge, mais on entend distinctement quelque chose, une turbine qui fonctionne. Et on écoute notre musique, on l'entend très bien. Il y a une annulation de bruit active, ça fonctionne. Mais quand on éteint le ventilateur, on entend une grosse différence. Fait qu'il c'est comme si on passait l'aspirateur. S'il y avait un aspirateur qui était passé dans la pièce à côté. C'est la signature Dyson, ben oui. Ce qui est pas idéal. Fait que je l'ai utilisé. Une autre fonction qui est le fun, c'est que la visière, elle a des petits clips magnétiques. Encore une fois, ceux qui nous regardent sur YouTube, attention, on peut la baisser si on veut. Parce que l'inconvénient de ça, moi je me disais, au café, c'est le fun. Quand on baisse sa visière, ça coupe la ventilation, ça coupe la filtration de l'air. Et là, on peut boire son café. Faut pas l'échapper parce que ça tombe dedans là si on fait ça. C'est ça, c'est magnétique. C'est magnétique. Fait que quand tu vas à la salle de bain, t'espères que tu n'auras pas un faux mouvement. C'est assez solide, je peux le secouer, mais c'est magnétique, ça s'enlève et voilà. Et ça peut tomber des fois. En bougeant un petit peu, ça peut détacher. J'ai pas eu de problème en le portant sur ma tête, mais on a toujours ce petit doute-là, comme c'est magnétique, on peut reclipper rapidement. L'autre truc qui est drôle, c'est quand on le porte, évidemment, on se fait regarder. Je l'ai porté dans le métro de Montréal. Purée que je me suis fait regarder. Les gens te regardent discrètement. Ben, j'imagine. Ben oui, c'est pas naturel d'avoir ça dans le visage. Ça a l'air d'un robot, là. Les gens sont habitués avec les masques de la pandémie. Ben, j'allais dire, est-ce que ça peut remplacer un masque de COVID? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser à la place ou même pas? Et ça, c'est quelque chose que Dyson ne se prononce pas là-dessus. Il n'y a pas nulle part diminue la charge bactérienne, peut remplacer un masque, ça va filtrer l'air, ça va enlever les particules de façon significative. Si l'air est pollué, ça va faire une grosse différence. Si tu es dans un environnement où il y a des chats. La chose qui est particulière, c'est que l'autonomie, quand on utilise la ventilation, baisse dramatiquement. On parle de 4 heures en mode faible. Attends, au lieu des 50 heures de tout à l'heure, là? Au lieu des 50 heures. 50 heures, là, c'est seulement en mode musique et annulation de bruit active. Et là, on tombe à 4 heures avec le... On tombe à 4 heures en mode bas. Moi, j'ai marché de chez moi, je suis allé au centre-ville, je suis revenu, la pile était presque à plat. OK. Donc, on parle de peut-être 2 heures et quelques quand j'ai évidemment activé le mode plus puissant, le mode et tout. Mais je m'attendais à peut-être quelque chose de plus élevé que ça. Fait que si vous prenez les transports en commun, ça peut être une belle option. Quelqu'un me dit, en avion, c'est génial, qualité de l'air est pas terrible dans les avions. C'est un vol court. Aller-retour à Toronto, puis il faut pas que tu le portes trop dans la salle d'attente avant ou dans la... Écoute, je trouvais que c'était très, très particulier comme produit. Marcus Brownlee, le chroniqueur techno, a dit c'est le produit le plus absurde que j'ai jamais eu à tester. Je me dis, je vais peut-être me faire une autre opinion. C'est un produit qui est super bien conçu, super le fun, mais ça reste des écouteurs qui sont assez lourds, qui ont un code d'utilisation. Je me demandais qui avait besoin des Dyson Zone. Mm-hmm. Si ça avait remplacé un masque, ça avait été quelque chose... Écoute, c'est très confortable. T'as rien qui te colle sur la bouche. La visière est devant ton visage. Ça fait un petit jet d'air frais. C'est assez sympathique. L'autonomie, c'est pas assez pour les entraînements des sportifs. Donc, pour marcher, ça peut faire une différence si l'air est pollué pendant une période courte. Et là, t'as pas encore donné le prix, là. Et c'est ça, et je n'ai pas donné le prix. Il est volumineux. Écoute, il vient, ça c'est un autre truc que je dis avant de nommer le prix, parce que c'est quand même un produit luxueux. Dyson l'offre avec une boîte. Et là, c'est dommage, j'ai juste à mes pieds, j'ose pas le ramasser. Mais grosso modo, une boîte de jumelles.
Bon. Les jumelles, pour regarder au loin, là, une grosse boîte de jumelles, tu mets tes écouteurs dedans. Il est voyant, on se fait remarquer. À peu près comme ça, un peu. Écoute, je vais me pencher puis je vais le ramasser. C'est gros, c'est un gros étui là quand même. On parle. C'est un gros étui là. On parle quasiment d'une sacoche en fait. Ah oui, ben c'est ça, voilà. Ça ressemble à un gros sac. Là, fait qu'on peut le ranger dedans. Fait qu'en voyage, c'est pas l'idéal. C'est aussi pesant, ça pèse presque 2 livres, ce truc-là. Je dis 2 livres, c'est 1 livre et quelques. Avec le boîtier, ça le fait facilement. C'est $1,000. Pour au Canada. C'est $1,000 pour les écouteurs Dyson Zone. Donc, c'est plus cher que les écouteurs Apple. Les AirPods Max. Les AirPods Max, qui sont très puissants. Donc, est-ce que j'aime ça? Est-ce que je trouve ça cool comme gadget? Je trouve ça extraordinaire. La question, c'est qui va avoir besoin de ces écouteurs-là? Et la personne qui en a besoin, par exemple, quelqu'un qui est très allergique, quand tu disais, je suis à la maison, je suis chez quelqu'un qui a des chats, ben, tu parles avec une visière devant la bouche. Fait qu'on va t'entendre, pas de problème, mais c'est pas l'idéal. Un truc qui est chouette, c'est que tu as l'annulation de bruit, tu as un mode transparence qui est très efficace. C'est très surprenant, il y en a sur tous les écouteurs maintenant. Et j'ai trouvé que c'était surprenant quand tu appuies en mode transparence. C'est vraiment comme si tu n'avais pas les écouteurs sur les oreilles. Ça m'a surpris. Fait que oui, tu pourrais avoir une conversation avec les gens dans un endroit où il y a des chats. Ça va diminuer les allergènes. Mais pour les virus, par exemple, ce qui aurait été quelque chose de très, très chouette pour remplacer les masques en papier, malheureusement, c'est pas indiqué. Il n'y a pas de... mon feeling, ça fait une différence. Mais est-ce que c'est assez pour remplacer un masque papier? Je ne suis pas certain. Les Dyson Zone, mesdames et messieurs, oui, c'est un peu dommage. Produit très confusionnant. Et des points d'interrogation alors il ne devrait pas, effectivement. Et c'est ça, il y a des belles limites. J'imagine, comme tous les produits de Dyson, la version 2, la version 3, peut-être avec une meilleure autonomie, va devenir plus intéressant. Peut-être avec une visière d'un type un peu plus discret, ça pourrait devenir plus amusant. Si la visière était transparente, par exemple, ça permettrait de voir la bouche, ça permettrait de peut-être être moins... plus discret. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait en bronze. Très bonne question. C'est du design. Ça fait partie de la palette de couleurs Dyson, en fait, avec le orange. C'est ça, le bleu. Et le bleu royal. Écoute, il y a un beau nom pour leur bleu de Dyson qui est là. Merci Pascal. Écoute, je reste un peu dans le créneau des appareils qui coûtent relativement cher. J'ai reçu cette semaine 2 montres, en fait la semaine dernière, qui, au premier apport, n'ont pas grand-chose en rapport, mais c'est des montres connectées qui visent à faire du suivi d'activité physique. C'est juste que c'est deux extrêmes du spectre des montres, surtout des marques de ces 2 montres, puisque il y en a une, c'est la Huawei Watch GT4, qui est la nouvelle version de la Huawei, la gamme de montres Huawei. Vous savez que Huawei ne vend plus de téléphone au Canada, ne vend plus grand-chose au Canada, à part des accessoires comme sa montre et ses écouteurs. D'ailleurs, j'ai reçu aussi les FreeBuds 3 Pro, je pense, quelque chose comme ça. Ceux-là, on en parlera dans un autre tantôt, parce que ça mérite une petite revue à part. Il y a tellement d'écouteurs Bluetooth comme ça qui se vendent. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire un comparatif puis sortir nos modèles préférés. Bref, la Huawei, donc Huawei, vous savez, c'est une marque d'appareils électroniques. Et de l'autre côté, j'ai la Vantage V3, Vantage V3 de Polar qui... Vous connaissez la marque Polar, c'est une marque d'appareils, d'accessoires, d'activités physiques avant tout. Et là, on a voulu se rapprocher du marché des montres un peu plus connectées parce que, évidemment, la tendance, c'est ça. Hein, c'est des montres qu'on jumelle à son téléphone et qu'on peut utiliser, évidemment, pour faire le suivi de l'activité physique, mais aussi pour certaines fonctions de connectique. Et sans en faire un duel ou un face-à-face entre les 2 modèles, il y a quand même... un petit monde qui existe dans ces 2 produits-là qui permet de voir si effectivement elles font la job. La Huawei GT4, c'est évidemment la plus récente version de cette gamme de montres-là chez Huawei. Elle est offerte en 2 versions cette année, 41 mm, 46 mm. Là, je veux pas les genrer parce que évidemment, on évite de faire ce genre de choses-là, mais les 2 montres, il y en a une qui a l'air plus féminine, la plus petite, elle a l'air un peu plus... Elle est vraiment, elle cible un marché plus féminin. Et la grosse montre, la version 46 mm, elle est plus costaude, elle est plus masculine dans son design, disons-le comme ça, dans la tradition des montres style plongée, là, un peu comme le fait Tag Heuer, entre autres, et des choses comme ça. Huawei étant Huawei, évidemment, il y a rien de Google là-dessus. C'est pas une montre Wear OS, c'est pas un produit que les services Google. C'est une montre qui est basée sur un logiciel qui s'appelle Harmony OS, qui est aussi basé sur Android, mais qui est spécifique à Huawei. Donc, on n'a pas d'application tierce autre que celle qu'on trouve dans une application qui s'appelle le App Gallery de Huawei, qui est évidemment très, très axé sur le marché chinois. Donc, il y a beaucoup de produits écrits en chinois, en mandarin là-dedans, où on s'y retrouve pas vraiment. Et son principal défaut, c'est vraiment ça, c'est les limites logicielles, parce que il y a très peu d'offres
pour la brancher à des services, entre autres d'activité physique que nous, on connaît ici. Le seul qui est évident, c'est Komoot, qui est une espèce d'outil de randonnée, de marche, de course, qui se veut collaboratif, là, où on peut donner des suggestions de randonnée à faire ou de marche ou de course, peu importe en ville ou à la campagne ou en montagne ou peu importe. Je veux dire ceci à propos de la Huawei la Watch GT4. Ces capteurs sont extrêmement précis. Capteurs d'activité physique, que ce soit pour le rythme cardiaque, le rythme pulmonaire, la respiration finalement, la question de la capacité d'oxygène dans le sang, ces choses-là, tout est là, tout est vraiment précis. La montre fait un bon suivi de l'activité, fait un bon suivi du sommeil. Écoutez, il y a tout ce qu'il faut pour naviguer, même avec un GPS. Ça prend l'application Pétale GPS, je crois, quelque chose comme ça, qui est pas Google Maps, mais quand même pas mauvaise. Évidemment, faut installer ces applications-là sur son téléphone. Et au niveau de l'application, sur le téléphone, il n'y a pas de paiement sans contact. Ça, moi, je trouve que c'est une grosse limite. Donc, on peut pas l'utiliser avec un portefeuille numérique comme on peut le faire avec les montres, la Pixel Watch ou l'Apple Watch, ou même chez Samsung. Ou même chez Garmin, je devrais dire, parce que c'est aussi une marque qui est concurrente. Il n'y a pas non plus de service musical en continu sur la montre. On peut stocker des fichiers, mais ça prend les fichiers physiquement sur son ordinateur, puis ensuite sur son téléphone pour les transférer sur la montre. Ça, c'est long, compliqué, fastidieux. Puis en cette ère de Spotify, je pense qu'il n'y a plus grand monde qui conserve ses MP3 sur son ordinateur. Donc, c'est un peu une grosse limite. À l'inverse, par contre, on peut recevoir ces appels dessus en mode main libre. Donc, on peut au moins parler dedans sans avoir à sortir son téléphone. Mais évidemment, il faut que ce soit jumelé à son téléphone. Il faut que le téléphone soit dans sa poche. Le téléphone peut être un téléphone Android, peut être un iPhone, parce que l'application Huawei Santé qui permet de communiquer avec la montre existe dans les deux logiciels, donc sur iOS et sur Android. Elle est sur l'App Store d'Apple, donc ça s'installe facilement. Elle n'est pas sur le Play Store de Google. Il faut la télécharger à partir du site de Huawei. Et après ça, recommande d'installer aussi l'App Gallery side-loadé, comme on dit en bon français, donc sans passer par le Play Store. Ça demande un petit peu de manipulation, c'est un petit peu gossant, je vais vous dire ça comme ça, c'est un petit irritant, à mon avis, c'est pas idéal, mais ça donne aussi une limite à ce niveau-là. Donc, c'est un produit qui est élégant, vraiment une super belle montre, qui est efficace au niveau du suivi, qui reçoit les notifications de son téléphone de façon limitée. On peut pas vraiment interagir avec les notifications. Mais surtout qu'il y a 4 à 6 jours d'autonomie selon l'usage que vous en faites. Donc, ça, c'est un gros plus aussi. Et elle coûte $330. Donc, tout ça mis ensemble, vous dites, puis qu'est-ce qu'on en pense? Ben, je vais vous dire ceci, à $330, achetez une Apple Watch SE sur votre iPhone et c'est réglé, ou achetez une Pixel Watch et c'est dans la poche, parce que ces deux montres-là sont vraiment bien ficelées, fonctionnent très bien avec leur téléphone, ils vont plus que juste afficher des alertes et plus que vous donner l'activité physique de base pour un prix comparable. Et vous aurez une panoplie de possibilités ensuite au niveau de la polyvalence, au niveau des choses que vous voulez faire avec, que n'offre pas la Watch GT4. Donc, je suis un peu déçu de ce côté-là. Surtout que, essentiellement, au niveau technique, c'est la même chose que la Watch GT3. Donc, la nouveauté est pas vraiment impressionnante de ce niveau-là, mais le design est élégant. Donc, c'est une belle montre. Oui, elle est très belle. À l'autre bout du spectre, on a la Vantage V3. Oui. Et vous l'aurez compris, t'as la version, la belle version avec le bracelet bleu, mais la version noire avec le bracelet noir. Donc, moi, c'est très noir. Tu manques quelque chose. Oui, je suis très au courant. C'est la 3e version de la Vantage, parce qu'il y avait une V2 qui a été lancée il y a un petit bout de temps. Cela dit, c'est une importante mise à jour au niveau technique par rapport à la Vantage V2. Les capteurs ont été revus. On a un nouvel écran AMOLED de 1,4 pouces, qui est à peu près, qui est une petite affaire plus gros que l'écran de la Watch GT4, qui est très élégant, très coloré. On peut personnaliser les cadrans, mais à partir de suggestions fournies par Polar. Donc, on peut pas aller très loin de ce côté-là. On peut changer les couleurs un peu, faire des affaires de même, mais c'est une question de goût. Je ne sais pas trouver très beau les cadrans, mais c'est vraiment une question de goût. Sont sportifs, disons ça comme ça, effectivement. Pourtant, une montre qui pourrait aussi être très urbaine, là, si on y voulait, si on mettait l'effort. On aurait pu avoir quelque chose de plus style montre de plongée, quelque chose de plus urbain. Et quand on fait une activité physique, on a quelque chose. Mais l'écran est très beau. Le AMOLED, là, fait une belle... Ah oui, ben c'est ça. Puis ça aide aussi à avoir une bonne autonomie, parce que c'est une technologie qui est moins énergivore que la CL. Les capteurs, je l'ai dit, sont vraiment améliorés, ils sont vraiment extrêmement précis. On a le rythme cardiaque, le niveau d'oxygène dans le sang, la température de la peau. Il y a plein d'affaires. On peut faire évidemment un électrocardiogramme si on veut. Là, il y a plein de choses comme ça. Et on avertit tout de suite, ceci n'est pas un appareil médical. C'est pas une valeur précise. Mais c'est un indicateur. Ils n'ont pas la certification.
Ils n'ont pas la certification. Ils vont peut-être la faire un jour, mais contrairement à l'Apple Watch qui a une certification médicale, la Pixel, je crois que ça s'en vient. Ça s'en vient, ouais. Donc, on a un bon paquet de capteurs là pour donner de l'information ensuite sur des conseils pour la récupération après un exercice, pour le sommeil, si vous avez des problèmes de sommeil. Donc, on fait plutôt la belle job. C'est un peu gros comme montre pour porter quand on fait dodo. C'est une question de goût. Là. Moi, je suis pas capable de porter ça. Je trouve parfaite pour le reste, mais oui, pour faire dodo, c'est un peu plus... Un truc sur lequel Polar insiste beaucoup, c'est qu'on peut télécharger sur l'appareil des cartes très détaillées avec navigation GPS pour se promener. C'est pas très facile, par contre, de partir sur le fly avec ça. C'est pas super intuitif. C'est ce que j'ai découvert. Je m'étais dit, je vais démarrer ma montre, mon activité physique, on va me montrer sur la carte où je suis. Pas vraiment. Par défaut, on a les cartes de l'Amérique du Nord qui sont préchargées dedans, mais sont en résolution pas énorme. On n'aura pas les sentiers, on n'aura pas les petits trucs. Donc, on doit brancher sa montre dans son ordinateur, la transférer physiquement des cartes. Et là, j'ose pas si c'est plus grande résolution, plus basse résolution. Je crois que c'est en plus grande résolution, mais c'est en échelle plus petite, quelque chose comme ça. Il y a une petite twist là-dessus que j'avais appris dans un cours de cartographie. C'est inutilement compliqué, longue histoire courte. Voilà, non, mais c'est qu'on veut savoir si on va avoir le plus de détails. Je me souviens plus si c'est une petite échelle ou une grande échelle. Je pense que c'est une petite échelle, mais je suis pas sûr. Donc, on peut le télécharger. Et ensuite, quand on démarre son activité, on doit fouiller dans les réglages, démarrer la route qu'on a créée dans Komoot. L'application de là aussi on utilise Komoot, effectivement. Et là, il faut la synchroniser avec sa montre en appuyant sur le bouton. C'est un des trucs qui est un peu particulier de la montre Vantage qui probablement contribue aussi à son autonomie. La mise à jour se fait pas super automatiquement. Il faut manuellement appuyer sur le bouton. Ça prend quelques secondes et là, l'autonomie est très, très bonne. Mais des fois, je regardais des statistiques sur mon téléphone et je voyais pas exactement les derniers détails parce qu'il fallait que j'appuie sur le bouton pour synchroniser. Donc, avant de faire son activité, il faut synchroniser les montres, installer la carte dedans et ensuite synchroniser pour voir les cartes apparaître dans ces réglages. Une fois que l'activité physique est démarrée, des activités qui demandent un GPS. Et là, on voit la carte dans sa montre. C'est très cool. Même sans connexion avec son téléphone. Quand ça marche, effectivement. On parlait de Komoot, c'est pas une application tierce, c'est un service auquel on peut jumeler l'application sur son téléphone. Il n'y a pas d'application tierce qu'on peut installer sur la montre comme telle. Il n'y a pas de lecture musicale, il n'y a pas de paiement mobile. Vous dites, le paiement mobile, on s'en fout, mais Garmin l'offre sur sa montre Epix, l'offre sur ses montres plus haut de gamme, comparable à la Vantage V3. Et Garmin, vous savez, c'est une autre marque de produits d'activité physique. Donc, si vous devez comparer, c'est un modèle à aller regarder du côté de Garmin. Polar, l'application Polar Flow qui permet de synchroniser avec son téléphone existe aussi sur bureau, donc on peut synchroniser avec son ordinateur personnel directement. C'est que pour ceux qui veulent pas le faire avec le téléphone, ça se lie, ça s'associe assez facilement avec Google Fit sur Android et avec Apple Santé sur iPhone pour avoir, vous savez, les gens, on veut souvent concentrer nos données d'activité à un seul endroit, puis c'est une bonne façon de le faire. C'est un avantage de Polar sur Huawei. Huawei est extrêmement limité en termes de partage de l'information, parce que ça reste dans l'écosystème Huawei, donc c'est un peu difficile d'aller chercher. On peut les traverser à travers Komoot et je pense qu'on peut aussi les jumeler à Huawei, à Apple Santé sur iPhone, mais du côté Google, c'est plus compliqué, donc c'est peut-être pas un avantage. L'avantage V3, parlant d'avantage, n'est-ce pas? Me semble un beau produit pour les sportifs puristes qui ne veulent pas toute cette partie-là plus connectée. Là. Personnellement, j'aime beaucoup avoir de la musique quand je cours dans les oreilles, donc ce serait un frein pour moi parce que j'aime courir sans mon téléphone, donc je me rabats sur des montres qui ont cette fonction-là. Mais je peux comprendre qu'on aime aussi entendre juste le son de la nature, de son environnement immédiat quand on court, donc ça peut être un truc. Mais elle coûte $880. Et là, on se dit, taburn, c'est cher. Puis effectivement, on est rendu là parce qu'il y a un créneau de montres de sportifs qui coûte entre 800 et 1200 $. Il y a l'Apple Watch Ultra du côté de l'Apple, mais Garmin aussi, et la deuxième génération de sa montre Epix, entre autres, Sunto à la, je sais plus si c'est la 9, mais il y a une gamme, bref, dans les marques spécialisées, là, il y a une gamme de montres comme ça qui sont extrêmement précises. La Polar se compare au niveau de la captation des données à ces montres-là, mais pourrait bénéficier de davantage, vous voyez, c'est comme dire de d'autres, ça pourrait bénéficier de plus de connectivité, plus de polyvalence au niveau des applications connectées, parce qu'on est un peu rendu là, hein, la ligne, c'est brouillé là, entre les appareils plus gadgets informatiques et plus appareils de santé. Et clairement, là-dessus, Polar est un petit peu en retard. Donc, c'est un peu dommage parce que c'est un beau produit, mais qui a des limites assez apparentes. Ben, il y a des limites, mais je trouve que l'avantage aussi, c'est l'autonomie.
Là aussi, oui, on parle d'une grosse semaine pour la Polar, donc j'ai vraiment rien à dire de ce côté-là. Une semaine, sinon 2. Moi, je me souviens. Écoute, honnêtement, je me souviens pas quand est-ce que je l'ai chargé la dernière fois. Est-ce que c'est vendredi dernier? Est-ce que c'est... Ça fait au moins une semaine, je suis à 63%. Ouais, je l'ai chargé en la recevant, puis j'ai servi pas mal, puis effectivement, un petit peu plus qu'une semaine. Confortable une semaine. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de fonction à évoluer. On tire pas beaucoup du jus du processeur parce qu'on fait essentiellement juste l'utiliser pour de l'activité physique. Donc, effectivement, ça prolonge son autonomie. Mais ça veut dire qu'il faut se rabattre sur son téléphone pour tout le reste. Donc, c'est un peu un contrepoint. C'est pas l'Apple Watch. Ce n'est pas l'Apple Watch. C'est une montre spécialisée pour l'entraînement. Non, puis c'est pas je veux dire, ma référence là-dessus, c'est rendu, c'est du côté Garmin maintenant. J'aurais pas pensé, mais je suis rendu un peu là avec la Epix 2. Sauf qu'évidemment, elle est hors de prix aussi, donc c'est pas tous les jours qu'on achète une montre à $1,000 là. Fait que c'est à considérer parce que ça vit quelques années, ça dure pas toute une génération. Tu sais, avant on achetait des montres, ça durait, on la repassait à nos enfants. Nos enfants, je dis ça comme si j'avais 200 ans, mais ça pouvait durer une montre mécanique longtemps, alors que là. Et ça demandait des mises au point régulières. Il y a beaucoup de montres qui ne fonctionnent plus dans les tiroirs. Oui. Tu parlais de la montre, la Vantage V3 toujours. J'ai reçu le bracelet bleu, joli bleu ciel, qui va bien avec mes yeux. J'aime beaucoup ça, mais j'ai été agréablement surpris par la matière. Je l'enlève et je le tripote et je me dis, c'est du silicone, mais je ne sens pas que c'est du silicone. Et normalement, les bracelets de montres sportives ont un petit feeling, je sais pas, il y a quelque chose de caoutchouteux qui n'est pas super agréable. Dans ce cas-ci, je ne le sens pas. C'est perforé, c'est aéré, c'est joli. Et magie, ce sont des bracelets standards. Donc, si on veut, on peut remplacer ça, aller dans n'importe quelle effectivement, ou boutique en ligne, acheter des bracelets standards de montre. C'est 22 mm en plus, qui est un format extrêmement cool. 22 mm, bracelet en cuir, bracelet en tissu, bracelet comme on veut. Faut arrêter. C'est des petites, on tire des petits boutons là, qu'on glisse pour détacher le bracelet. Très facile à remplacer. Faut arrêter de croire que Apple a innové avec ses bracelets propriétaires spécifiques qui ont été repris par toutes les montres sportives. Polar là-dessus, merci beaucoup de faire des bracelets standards qu'on peut remplacer. On peut avoir des bracelets style militaire, on peut avoir, écoute, tout est là. Je trouve que c'est un beau geste pour son bracelet. Je trouve très bien conçu, ne serait-ce que pour le petit bouton. On a des petits anneaux qui empêchent le bracelet de faire flap, flap, flap. Il se bloque sur place. C'est un petit détail, mais une espèce de petit piton à l'intérieur qui se glisse. Et donc, une fois qu'on l'a placé, quand ça on évite de bouger, ça ne glisse pas. Et je trouve ça très bien pensé. Fait que le bracelet est un très beau détail. Tu as raison, c'est une montre sportive très chère qui ne remplacera pas l'Apple Watch pour ceux qui veulent une montre multifonction. Et pour un sportif qui veut s'entraîner, qui veut partir pour sa fin de semaine de randonnée ou d'expédition, il va avoir les cartes à l'intérieur de sa montre. Il va pouvoir l'utiliser sans se soucier de la recharger après. La carte GPS, c'est un gros plus, on s'entend, parce qu'effectivement, on peut aller se perdre dans le bois et ne jamais vraiment se perdre. Donc, et c'est ça. Et j'ai trouvé drôle qu'il y avait comme nouvelle fonction le mode lampe de poche, qui était sur l'Apple Watch Ultra, je crois. Mais je m'en suis servi. Ça m'a été utile. Avec un affichage AMOLED, ça permet de le faire, effectivement, et assez puissant quand même. Donc, c'est un truc qui est très populaire en camping. Donc, quand on est en plein air. Je vous dis, je m'en sers tout le temps, donc effectivement, c'est un truc qui vaut son pesant d'or, effectivement. Très, très chouette. Et tu disais le paiement mobile, oui, c'est une belle fonction sur des montres sportives, parce que si tu cours sans ton téléphone, tu es en randonnée, tu veux payer quelque chose, tu veux prendre un café, tu as besoin de payer un taxi, tu n'as que ta montre, tu pourrais te payer avec, ça aurait été une belle fonction. On court pas à la même place. Moi, je pense que tu vas aller louer un kayak, là, tu vas dans un parc et tu t'arrives, pouf, tu payes avec ta montre. Ta petite location de canot, tu pars une couple d'heures sur le lac, tu reviens, t'as pas sorti ton téléphone, tout le monde est content. C'est un gros plus. Et voilà. Yes. Polar Vantage V3, Huawei Watch GT4 et la Dyson Zone, les écouteurs Dyson Zone. Est-ce qu'on remercie nos partenaires, Alain? Oui, monsieur. Monsieur Plan Hub, TELUS et Jura, merci beaucoup de permettre la réalisation de ce podcast. C23, le groupe Cogeco, qui diffuse et distribue à grandeur de la province et du monde notre podcast. Alain, Claude Hébert à la mise en onde. Alain McKenna, on peut te lire un peu partout dans Le Devoir, entre autres. PascalForget.com, si vous me cherchez. Je suis aussi présent sur les réseaux sociaux. Toi aussi, LinkedIn, Facebook, Tinder. Tous les réseaux sociaux existent, nous y sommes d'une façon ou d'une autre. Tinder, peut-être pas, par exemple. Non, plus sur Tinder. Je prie, mesdames et messieurs, malheureusement. C'est ça. Moi aussi, Alain. Faut que je le dise, faut que j'écris.
C'est excellent. Je pense que son garçon m'écoute, fait que je suis mieux de dire que non, je suis plus sur Tinder, sinon je vais... C'est important de le spécifier, effectivement. Mais vous pouvez vous abonner parce qu'on est là toutes les semaines, une tasse de tech. Ça vaut la peine. Sinon, nous, on prend une pause pour cette semaine. Vous savez, c'est le temps des fêtes, c'est le mois de décembre, donc les recommandations de Noël s'en viennent. On travaille là-dessus, puis probablement que dans les 2 prochaines émissions, on va vous recommander des gadgets si vous cherchez quoi acheter, cher, pas cher, beau, pas beau, bon, pas bon. On va tout vous dire ça dans les prochains épisodes. Donc, revenez nous voir la semaine prochaine, ou revenez nous écouter la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde! C'est 23.